Vous écoutez Populse, le podcast qui aborde tous les arts et la pop culture pour parler de notre société. Je suis Manon Loumeau et je propose des épisodes seuls autour d'un sujet qui me tient à cœur et des discussions libres avec un ou une invitée qui vient me parler d'une œuvre qui fait battre son cœur. D'abord, merci d'écouter Populse et je profite de cet épisode pour vous dire que je propose mes services de rédaction et de conseils en écriture. Vous pouvez donc me contacter sur ma page Instagram pour tous vos projets artistiques ou de communication. Donc je reprends du service après une pause de circonstances et j'enregistre ce nouvel épisode chez moi, au Pays Basque, après avoir quitté la grande ville pour retrouver les embruns de l'océan, les adieux en sortant des magasins et le soleil. Non, je rigole. Je suis super contente de reprendre Populse et je vais essayer d'adapter ce podcast à ma nouvelle vie, plus proche de la nature, mais toujours en lien avec le champ culturel. Et j'ai choisi de commencer par Ariel la petite sirène. Alors pourquoi Ariel ? Parce qu'il y a quelques jours, j'ai nagé avec une dauphine dans la baie de Saint-Jean-de-Luz, dans ma ville. Cette jeune dauphine a élu domicile dans notre baie depuis le mois d'octobre. Elle aurait été abandonnée par sa meute après qu'elle ait mis bas d'un bébé dauphin mort. La pauvre. Dans le règne animal aussi, la vie des femelles est souvent malmenée. Cette dauphine, pour qui les fonds marins de la baie de Saint-Jean ne semblent plus avoir de secret, s'approche des nageurs et des nageuses comme moi, toute vêtue de ma combi, de mes gants et de mon cache-oreille, un look à toute épreuve qu'aucune surfeuse de la côte des Basques ne m'envie. Elle montre donc son aileron, tourne autour de nous. Bon, comme ça fait un peu peur. Mais toujours dans le respect le plus total de l'animal, nous aimons, les nageurs et les nageuses, la sentir à nos côtés, la laisser nous approcher sans jamais la toucher. Avoir vécu ce moment magique m'a donné envie d'en parler et de développer un épisode à partir de cette expérience riche en émotions. La dauphine m'a fait penser au personnage de Marina, un dessin animé que j'ai beaucoup regardé étant enfant et sur lequel je reviendrai. Une sirène dont l'ami était un dauphin. En gros, c'était son polochon à elle. D'abord, c'est quoi une sirène ? Alors je vais commencer par différencier la sirène de l'ondine, que l'on retrouve dans les contes de Grimm, et qui vit dans les lacs et les étangs. Ce sont des créatures féminines aux pieds palmés ou à la queue de poisson, ou au corps entièrement humain, mais qui vivent dans les eaux. Il y en a dans une multitude de légendes de toutes les contrées du monde. Par exemple, au Pays Basque, nous avons les laminacs, qui vivent dans des ruisseaux. Ces créatures font partie d'un imaginaire collectif universel. Donc la sirène et l'ondine ont de nombreuses similitudes, mais elles ne vivent pas au même endroit. Et donc, il semblerait, d'après cette distinction, que les méchantes sirènes d'Harry Potter et la Coupe de Feu seraient en fait plus proches des ondines pour deux raisons. Elles habitent un lac et elles participent également à l'enlèvement d'un être cher qu'elles tiennent prisonnier, comme dans la légende propre à l'ondine. L'étymologie du mot sirène est obscure et a donné lieu à plusieurs interprétations. Certains le rapprochent du mot seirios, en grec, qui signifie ardent, brûlant, et qui pourrait évoquer la chaleur de midi, le moment de la journée où le soleil est le plus dangereux et mortel, et qui serait le moment phare des sirènes, ce qui contribue à leur donner un caractère funeste. Dans l'Odyssée, le vent cesse de souffler dès qu'Ulysse et ses compagnons arrivent à proximité de l'île des sirènes. On dit que la brise tombe, ce qui sous-entend que le soleil tape et que la chaleur se fait plus forte, ce qui rime avec tentation, etc., on y reviendra. Mais j'ai vu aussi, dans mes recherches, que sirène pourrait venir d'un mot grec qui serait lui plus proche de corde ou lien. Là encore, il y a cette idée d'attirer les marins et de les attacher, les enchaîner. Ou encore, j'ai vu aussi qu'il pouvait être un emprunt à l'hébreu et qui signifierait chanter. Bon, je passe de nombreuses autres interprétations. Là encore, l'étymologie de la sirène est tout aussi mystérieuse que sa nature. Quant à la naissance de la sirène, dans la mythologie antique, il y a là aussi différentes interprétations. Nous avons tout d'abord la version ovidienne. Ovide voudrait que des jeunes filles humaines étaient en fait les compagnes et les amies de la déesse Perséphone, qui aurait été enlevée par Hadès, le dieu des enfers, et que pour la retrouver, elles ont demandé aux dieux de les métamorphoser en oiseaux-femmes, car la mer les empêchait d'avancer. Et ce qui fait référence au chant de ces sirènes, c'est qu'en plus de leurs ailes, leur voix leur permettait de crier le nom de Perséphone pour la retrouver. C'est donc une origine positive de la sirène comme étant une figure protectrice. On a une autre version qui précise que ce n'est aucunement de la solidarité, mais bien la conséquence d'une punition de Déméter, la mère de Perséphone, car justement, les sirènes n'auraient pas assez protégé sa fille. Et donc, on a une figure malveillante. Et on a enfin une troisième version qui dit que ce n'est pas une punition de Déméter, mais bien d'Aphrodite, la déesse de l'amour, pour qui refuser l'amour des dieux est impensable. Or, les sirènes rejettent tout accouplement possible, et notamment avec les dieux masculins. Elles sont donc transformées en monstres. Et on a là une figure négative en un sens, pour leur indocilité, mais bien évidemment positive justement pour cette même raison.
Alors j'ai bien parlé des femmes oiseaux, parce qu'au départ, la sirène c'est ça. Alors, elle vit quand même dans les eaux, c'est une créature marine, mais elle est dépourvue de queue de poisson. Mais là aussi, un mystère plane, parce que des représentations antiques montrent des créatures avec des queues de poisson. On nous parle aussi de Scylla, qui serait une autre créature femme-poisson. Est-ce que ces créatures auraient fusionné avec le temps les écrits? Bref, on ne sait pas vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que la vraie sirène n'est pas la femme oiseau, mais qu'il s'agit d'une véritable continuité, voire une superposition des deux. On peut d'ailleurs préciser que chez Homère, il n'y a aucune description physique de ces sirènes qui permettrait de leur attribuer des ailes ou bien une queue de poisson. C'est ce qu'a décidé d'ailleurs de représenter en peinture Chagall dans son œuvre Ulysse et les sirènes, puisqu'il les habille à la fois d'ailes et d'une queue de poisson. On voit d'ailleurs sur ce tableau le soleil ardent, le soleil de midi, dont j'ai parlé juste avant. Ce qui est sûr, c'est qu'au 8e siècle après Jésus-Christ, dans l'ouvrage des monstres Liber Monstrorum, qui était une sorte de bestiaire très important à l'époque, qui permettait de cadrer la connaissance, de mettre des mots sur les choses existantes ou non, mais participantes à un imaginaire collectif, on a la première description écrite de la sirène poisson, comme étant, je cite, « de jeunes vierges marines qui séduisent les marins à l'aide de leurs formes splendides et de leurs chants mielleux. De la tête jusqu'au milieu du torse, elles ont en dessous des queues écailleuses de poissons qu'elles gardent toujours bien cachées sous l'eau, dans les vagues. » Il y a tout de même une possible explication, dans les écrits antiques, à cette bascule de l'oiseau au poisson chez Apollonios de Rhodes, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, dans les Argonautiques. Il explique que c'est lors d'un concours de chant entre les sirènes et les muses, présidé par Héra, épouse de Zeus, qui aurait été gagné par les sirènes haut la main, que les muses leur auraient arraché les ailes par vengeance. Bon, ça ne parle quand même pas de queue de poisson, mais c'est une piste pour comprendre. Ce que je trouve intéressant dans ce récit, c'est la mise en compétition permanente entre les femmes. Leur soi-disant jalousie excessive que l'on va retrouver avec les sirènes de la lagune, elles sont si belles sous la lune chez Peter Pan, notamment. Et qui est la base même de notre société patriarcale, qui n'a absolument pas disparu aujourd'hui, et si nous restons dans le domaine du chant, nous pouvons même dire que cette mise en concurrence permanente sert à l'industrie musicale. J'ai écouté la chronique de Manon Mariani à ce sujet sur France Inter, juste après les victoires de la musique, concernant les chanteuses Théodora et Elena. À partir d'interprétations très libres de la part des communautés de fans, de chacune, empreinte de misogynie, se crée alors une véritable rivalité entre les deux jeunes stars qui les dépasse complètement. Mais ces phénomènes servent évidemment aux majors. La concurrence fait parler d'elles, notamment sur les réseaux sociaux. Mais, tout en parlant d'elles, on évoque de moins en moins leur création musicale. On a déjà vu ça par le passé et outre-Atlantique, entre Britney Spears et Christina Aguilera par exemple. Et comme on le voit dans les écrits antiques, cela ne date pas d'hier. Revenons à nos sirènes. Leur omniprésence dans l'art pictural, la littérature, la musique et le cinéma, dès son origine, avec le film de Méliès de quelques minutes qui représente cette figure mythique, en fait une créature universelle et rassembleuse. Comme l'explique la professeure de latin Hélène Vial, qui a dirigé un ouvrage intitulé « Les sirènes ou le savoir périlleux d'Homère au XXIe siècle », je cite, « Ce qui fait l'universalité des sirènes au fil des siècles, c'est que c'est une figure ambivalente, complexe, hybride dans son corps, mais aussi dans les représentations qui lui sont associées, une sorte d'association entre savoir, puissance et métamorphose. » Pourquoi alors j'ai choisi de parler de la sirène? Déjà, je suis née au bord de la mer Méditerranée et j'ai grandi entre la Méditerranée et l'océan Atlantique. Aujourd'hui, je ne me vois plus vivre trop loin de l'océan, nager et le regarder fait partie de mon quotidien. Et la sirène a toujours eu une importance dans ma vie. Ariel a très vite été mon Disney préféré, sans parler de Marina la petite sirène, une création japonaise des studios Toei Animation que j'ai regardée en boucle étant enfant et qui n'est autre qu'une mise en image du véritable conte d'Andersen, sans romantisme ni féerie. En gros, à la fin, elle meurt, transformée en écume, sous les yeux de son ami le dauphin, dévasté, qui crie et pleure son prénom dans la mer. Bon, le drame ne me faisait visiblement pas peur à 7 ans. La petite sirène, que ce soit le conte d'Andersen qui date de 1837 ou ses adaptations, c'est un récit qui aborde la question de la puberté d'une jeune femme. Dans le conte, elle a 15 ans, dans le Disney sorti en 1989, elle en aurait 16. Bon, l'émancipation est extrêmement relative étant donné qu'il s'agit juste pour elle de passer d'un père autoritaire à un mari qu'elle connaît finalement pas et pour qui elle sacrifie tout. Nous avons donc un récit initiatique entre très gros guillemets d'une fable pour les hommes et vue par ces derniers. Je disais que j'adorais Ariel, c'est vrai, elle fait partie de mon enfance, mais on va quand même aller un petit peu plus loin, parce que ce n'est pas vraiment une œuvre badass en vrai, et elle est victime d'un système.
Dans le conte d'Andersen, Ariel est présentée comme une enfant singulière, pensive et parlant peu. Et pure coïncidence, je ne crois pas, dans le dessin animé, on sait aussi très clairement que c'est l'enfant préféré de son papa. Et elle est d'ailleurs décrite dans la chanson Embrasse-la par cette phrase « Regarde-la, douce et fragile à la fois ». J'ai réécouté la chanson d'Ursula, le meilleur son d'entre tous. Mais est-ce qu'il faut y voir du second degré ou une pure constatation que fait la sorcière sur la société humaine? La domination masculine est son instrument le plus précieux, qu'est le silence des femmes. Je vais vous en lire une strophe. Ah, je peux dire que les humains n'aiment pas les pipelettes, qu'ils pensent que les bavardes sont assommantes, que lorsqu'une femme sait tenir sa langue, elle est toujours bien plus charmante, qu'après tout, à quoi ça sert d'être savante? En plus, ils ont une sainte horreur de la conversation, un gentleman fait tout pour l'éviter, mais ils seront les rampe-aux-pieds de la femme réservée, c'est la reine du silence qui se fait aimer. Tout est dit. Dans le conte d'Andersen, il est écrit la chose suivante. Les 15 ans finirent par s'accomplir. Sur la queue de poisson qui terminait son joli et gracieux corps, la grand-mère fit mettre un rang de 8 coquilles de nacre pour indiquer la haute naissance de la princesse. Mais cela me gêne et me fait mal, dit la petite sirène. Quand on veut être considéré, répondit la grand-mère, il faut savoir souffrir. Sympa. Bon, déjà, le côté j'exhibe ma richesse et mon statut social pour trouver un partenaire de mon rang, ça s'appelle les rallyes finalement, ça existe toujours et toujours chez les humains. Pour ce qui est de la souffrance, pour ne serait-ce qu'être considéré, cela en dit long sur la condition des sirènes et par extension des femmes. On n'oublie pas quand même qu'Ariel, elle est prête à tout sacrifier, à donner sa voix, l'essence même des sirènes, à une sorcière pour revoir un mec qu'elle a vu genre 1 ou 2 fois et qu'elle a 100% fantasmé. Pire que ça, dans le conte, il est dit qu'à chaque pas qu'elle faisait, avec ses jambes humaines, il lui semblait marcher sur des lames de couteau. Cette phrase est suivie de « mais que lui importait la douleur ?» Alors bon, Ariel résiliente peut-être, mais surtout figure sacrificielle et victime d'injonctions sociales et physiques indéniables. Toujours dans le conte d'Andersen, Ariel, elle n'épouse pas le prince et c'est la fête, tout le monde est content comme chez Disney. Pas du tout. Encore une fois, concurrence entre les jeunes femmes, le prince est déjà promis à une princesse, de laquelle il semble sous le charme. Alors certes, il pense que c'est elle qui l'a sauvé alors qu'on sait très bien que c'est la petite sirène, mais bon, ça n'a pas l'air de le perturber plus que ça. En gros, c'est 2 belles meufs qui se battent pour un beau mec, grand, fort, riche. Voilà. Mais donc Ariel, elle n'embrasse pas le prince comme prévu. Et pour éviter qu'elle subisse le sort de la sorcière des mers, notre Ursula à nous, cette dernière propose qu'Ariel plante un couteau dans le cœur du prince pour lui donner sa mort et retrouver son corps de sirène. Évidemment, le conte ne prône pas l'homicide, résultat, Ariel ne le fait pas, et, je cite, « Elle sentit son corps se dissoudre ». Andersen fait appel à la mythologie à la fin du conte car d'écume, elle devient fille de l'air. Et donc on retrouve un peu cette idée de sirène ailée. Mais bon, résultat, Ariel, elle est morte. Ce que je veux démontrer depuis le début, c'est que la sirène est une figure de femme victime du male gaze, et ce depuis la nuit des temps. Elle est marginale certes, mais elle a été apprivoisée par les hommes qui l'ont même façonnée. Physiquement, on a une femme éternellement jeune, belle, mince, aux longs cheveux. Peu à peu, la séductrice d'Ulysse a laissé place à la gentille fille d'Andersen. Dans le podcast La nymphe et la sorcière, dont je donnerai la référence à la fin, la docteure en langue et littérature latine Muriel Lafont explique que l'image de la sirène a en effet été édulcorée, réduite à une fille sage et candide, et qui devient un idéal de féminité pour les petites filles. Et sans oublier les soutiens-gorge en forme de coquillage, entre pudeur exigée et sexualisation précoce. La sirène ne pleure pas chez Andersen, car il ne peut y avoir de larmes sous l'eau. La soi-disant absence d'émotion des sirènes questionne. Une femme qui ne pleure pas, c'est suspect. Et on voit comme si c'était le Graal, l'accomplissement absolu de cette jeune Ariel devenue humaine, ces larmes qui coulent sur ses joues dans une des dernières scènes du film en live action en 2023. Et alors c'est marrant parce que je viens de me rendre compte que c'est le même réal, mais donc en 2011, avant La Petite Sirène, Rob Marshall a réalisé Le Pirate des Caraïbes et La Fontaine de Jouvence, où il n'est pas question d'absence de larmes cette fois, mais c'est quand même un sujet, puisque la sirène est capturée afin de lui voler une larme. Vision utilitaire de l'émotion féminine pour les hommes et pour qu'ils puissent boire le calice de l'éternelle jeunesse. Le sujet des larmes est intéressant et en dit long sur la complexité pour les femmes d'être elles-mêmes dans notre société sans craindre le jugement. Trop d'émotions, c'est suspect, mais pas assez également. Et là, je vais parler de la Starac. Allez, soyons fous. C'est que les gens adorent reprocher aux candidates, qui ont à peine la vingtaine et encore, la gestion de leurs émotions. Trop hypersensible, Jeanne. Trop fermée, Sarah.
Ouais, je prends des candidates de cette année, fallait suivre. Et ce regard, imposé sur leur manière d'être et de se vivre en tant qu'artiste, est problématique et profondément misogyne. D'ailleurs, parmi les sirènes de la pop culture, on a Shirahoshi, de One Piece, le manga. Il est dit qu'à seulement 16 ans, elle est l'une des 2 plus belles femmes du monde. Elle a de très longs cheveux roses et une queue rayée rose clair et rouge avec des perles à la taille. So girly. Et il s'avère que c'est un personnage qui pleure souvent. Surtout quand on lui crie dessus, bah normal en fait. Elle a des crises de panique. En gros, elle est très émotive, mais elle est dénigrée pour ça et se fait traiter méchamment de pleurnicheuse. Donc voilà, c'était un petit aparté, mais qui a son importance. Revenons maintenant à la figure de la tentation que les sirènes incarnent pour les hommes de l'Antiquité à nos jours. Dans l'Odyssée d'Homère, Circé dit à Ulysse « Faites attention, vous allez rencontrer des sirènes. Si vous écoutez leurs chants, elles vous attireront avec elles, et vous mourrez. Tu devras préparer des boules de cire pour les mettre dans les oreilles de tes compagnons, et pour éviter qu'ils n'entendent les sirènes. Je te laisse le droit de les écouter, mais à une seule condition. Tu devras être attaché au mât de ton bateau, et quand tu supplieras tes compagnons de te détacher, ils devront resserrer les liens. » Et plus tard, nous avons les paroles du chant mélodieux des fameuses sirènes au chant 12. Viens Ulysse, viens héros fameux, toi la gloire des Achéens, arrête ici ton navire et prête l'oreille à nos accents. Jamais aucun mortel n'a paru devant ce rivage sans avoir écouté les harmonieux concerts qui s'échappent de nos lèvres. Toujours celui qui a quitté notre plage s'en retourne charmé dans sa patrie et riche de nouvelles connaissances. Nous savons tous que dans les vastes plaines d'Ilion, les Achéens et les Troyens ont souffert par la volonté des dieux. Nous savons aussi tout ce qui arrive sur la terre féconde. Les sirènes apparaissent comme dangereuses parce qu'elles ont la connaissance du passé, présent, futur, la prophétie. Elles ne sont pas sexualisées chez Homère. Et Ulysse veut entendre le chant évidemment parce qu'il est curieux et qu'il veut être celui qui sait. Il a l'étoffe d'un vainqueur, Ulysse. Mais le problème, c'est que cela le détournerait de son but, qui est de retrouver Pénélope, sa femme, Télémaque, son fils, et Ithaque, sa terre. Dans une chronique d'Aliette de Lalleux, sur France Musique, qui s'intitule « D'où vient le chant des sirènes ?», elle revient sur le poème Les sirènes de Charles Grandmougin, qui a été mis en musique par la compositrice Lily Boulanger. Une femme compositrice au XXe siècle, au début du XXe siècle, et qui évoque les sirènes, cela ne semble pas anodin. Et je cite les derniers vers du poème. « Nous voltigeons sans avoir d'ailes, nous cherchons de tendres vainqueurs, nous sommes les sœurs immortelles, offertes au désir de vos terrestres cœurs, nous sommes la beauté qui charme les plus forts, les fleurs tremblantes de l'écume et de la brume, nos baisers fugitifs sont le rêve des morts. » Au fil des siècles, ce qui l'emporte sur le côté savant de ces sirènes, c'est uniquement qu'elles représentent un danger pour les hommes, par envoûtement. L'île de la Tentation n'a donc rien inventé. Dans L'Art d'aimer, paru il y a environ 20 siècles et dégoulinant de misogynie, Ovide nous explique comment les hommes doivent séduire les femmes et inversement comment les femmes doivent se comporter, se tenir et prendre soin de leur physique pour plaire aux hommes. Et là encore, Ovide se sert de la figure de la sirène pour sa voix, décrite comme étant à la fois un instrument de séduction et un instrument de torture, on ne sait pas trop, pour captiver les hommes, et il précise qu'en gros, c'est utile si le physique de la femme n'est pas au top. Bon, drôle de vision de la rencontre et approche plus sexiste et violente, tu meurs. Avec l'arrivée du christianisme, les sirènes, comme étant un symbole de péché originel, va prendre le dessus, on les condamne pour être des prostituées, tout simplement. Dans l'Ancien Testament, la sirène est modelée, réinterprétée par le prisme du christianisme. Les sirènes deviennent dans la Bible des créatures lascives et qui représentent la perversité féminine, qui est donc associée au péché de luxure. Et même au péché de vanité, parce qu'il lui est ajouté un miroir dans de très nombreuses représentations picturales et notamment dans les églises. Et puis au Moyen-Âge, ça ne faiblit pas. La sirène est liée à la prostitution et à la culture païenne, c'est-à-dire à la manipulation du savoir. Concernant Dante et sa Divine Comédie, bien qu'il se situe au Moyen-Âge, c'est un auteur qui fait communiquer l'Antiquité avec ce qu'on pourra qualifier d'humanisme chrétien. Il fait de la sirène non seulement une figure tentatrice, mais aussi une figure trompeuse, menteuse et manipulatrice, qui prétend avoir séduit Ulysse tout en étant une vieillarde monstrueuse qui aurait pris les traits d'une charmante jeune femme. En fait, ils sont tous un peu obsédés par l'idée de se faire avoir et flippés de perdre le contrôle. Et cette perte de contrôle, c'est ce qu'évoque, des siècles plus tard,
Le rappeur Orelsan. Allez, ouais, on passe de Dante à Orelsan, pourquoi pas, dans son titre Le chant des sirènes en 2011, concernant les dangers du star system. J'entends les chants des sirènes, regarde autour de moi, tous ces gens qui m'aiment, je veux toucher le soleil avant que la pluie ne vienne, t'inquiète pas, seuls les faibles se font bouffer par le système. Et la société de consommation, elle en fait quoi de la figure de la sirène ? Dans nos écrans, on fait face à une figure féminine policée et docile, notamment dans Diver Dan, série australienne de 1960, qui met en scène Miss Minerva, une princesse aquatique. Et on a également une érotisation de la sirène au cinéma avec une exploitation de son corps comme objet de désir pour les hommes, mais dont l'exhibition est punie, avec Splash de Ron Howard en 1984 par exemple. C'est un film américain qui met en scène l'actrice Daryl Hannah et Tom Hanks dans une comédie romantique qui n'hésite pas à mettre à l'image le corps nu de la sirène. Et puis bon, Aquaman, parlons-en. Personnage de Marvel. Est-ce que ce n'est pas la plus grossière des récupérations virilistes de la figure de la sirène ? Alors là, pour la peine, pas de souci. On peut le craindre, il fait peur aux méchants, mais c'est parce qu'il est fort et musclé et que c'est un sauveur. On ne peut pas non plus parler de la représentation à l'écran des sirènes sans évoquer le racisme de la culture occidentale qui propose uniquement des sirènes blanches. Et lorsque ce n'est pas le cas en 2023 avec la petite sirène, il faut voir les commentaires et les critiques qui se sont déchaînés comme quoi une sirène, c'est blanc. Ah bon ? C'est peut-être le seul intérêt de ce film, c'est qu'il bouscule doucement les codes par ce choix de casting, mais bon, sinon on a tout de même droit à un film paternaliste qui nous montre plus ou moins que ce qui plaît aux hommes, c'est quand même quand ils peuvent contrôler. On a d'une part une Ariel très enfantine par rapport au prince, et avant ça, une Ariel soumise à son papa le grand chef. Je rajoute quand même un petit kiff dans ce film, c'est le rap de l'oiseau Eureka qui vaut le détour. Et dans les créations françaises, qui se souvient de Bryce the Nice ? Dans cette comédie, qui a marqué une génération, on a la scène du rêve de Brice qui se fantasme en train de faire l'amour à une sirène, jouée par Alexandra Lamy, scène de ridicule masculin assez drôle et qui nous montre encore une fois, dans la culture populaire, la puissance érotique qui a été attribuée à la sirène, façonnée par l'homme. La sirène devient un fantasme. Dans Une sirène à Paris, roman fantastique de Mathias Malzieu paru en 2019 chez Albin Michel, auteur à l'univers singulier, on a donc notre protagoniste, Gaspard, un homme désespéré par l'amour qui va retrouver sa confiance en lui grâce à une sirène, de qui il tombe sous le charme. C'est un peu niais, mais pourquoi pas, c'est un joli conte à lire si possible pour éviter le film. Donc la sirène incarne cet amour impossible, cet inaccessible qui est un imaginaire fantasmé de l'amour passionnel, un amour qui joue aussi sur la défiance des sirènes à l'égard des hommes et inversement. Bon, cette vision du romantisme déchirant qui domine la création culturelle est toxique, mais bon, ça prend du temps de changer les récits et de vendre un amour sain. Aujourd'hui, est-ce que la sirène peut s'émanciper des schémas patriarcaux et être réinvestie par le féminisme ? La réponse est oui. À l'instar de la sorcière, c'est sa marginalité et son refus de se soumettre aux hommes que l'on doit mettre en exergue. La sirène méchante ? Non. La sirène, elle vit en communauté entre meufs, elle joue toute de la musique, c'est des girls band en somme, elle refuse de coucher avec les dieux et on vient en plus les perturber sur leur île, alors ouais, elles se vengent, elles se défendent des intrusions masculines en utilisant leur voix comme arme, elles parlent, elles chantent, haussent le ton et ne se laissent pas faire. C'est aussi une figure de sororité, si on reprend la version d'Ovide, concernant leur existence. Ce sont de jeunes femmes, compagnes de Perséphone, qui la cherchent partout alors qu'elle a été enlevée par le dieu des enfers. Et elles demandent à se métamorphoser en femme-oiseau, elles sacrifient leur corps pour retrouver leur ami de toujours. C'est un geste fort. Cette empathie et cette valeur de protéger les siens, c'est quelque chose que l'on retrouve aussi dans la tradition marine puisque des cartes datées de la Renaissance ont été trouvées avec la marque Hinc sunt Sirenae, ici sont les sirènes en latin, qui servaient à rassurer les marins pendant leur voyage. Historiquement, à Naples, c'est la sirène Parthénope qui serait à l'origine de la ville. C'est une figure fondatrice, une mère bâtisseuse et protectrice pour les Napolitains et les Napolitaines. Ce sont des images à valoriser dans notre imaginaire pour contrer toute la manipulation de l'image de la sirène au service des fantasmes des hommes que j'ai évoqués précédemment. Maintenant, en ce qui concerne la pop culture, on peut trouver des œuvres en rupture avec les schémas classiques, comme avec la série américaine Siren en 2018. On a donc Rin, sirène qui débarque dans un village de pêcheurs parce qu'elle est à la recherche de sa sœur disparue. On voit à quel point la pop culture se nourrit des mythes.
C'est une série qui est actuellement disponible sur la plateforme M6. J'ai regardé le premier épisode et un peu du 8e de la première saison pour me donner une idée. Bon, c'est clairement pas un chef-d'œuvre, hein, c'est un peu basique aussi dans le manichéisme des gentils et des méchants. Mais bon, c'est pas déplaisant non plus. Et surtout, c'est une série qui se veut plus inclusive quant à la représentation des sirènes. Une série qui fait un parallèle très clair entre les violences sexistes et sexuelles subies par les femmes et la figure de la sirène qui défend son intégrité. Et d'après les retours que j'ai pu lire, elle permet aussi apparemment de proposer une vision moins hétéronormée de la sirène. Il y a aussi une série Arte qui s'appelle Une île et qui a été diffusée en 2020 avec Laetitia Casta et Noé Habitat, qui met en scène des sirènes vengeresses de la violence exercée par les hommes, tant d'un point de vue écologique que sexiste et sexuel. On retrouve aussi dans cette série l'idée de sirène savante, concept qui a petit à petit complètement disparu de l'imaginaire collectif. C'est donc une réhabilitation plutôt intéressante de la mythologie et qui explique la rage des sirènes et qui déplace donc la monstruosité. Et maintenant, j'aimerais parler de la possible icône queer qu'est la sirène. Donc la communauté queer a cette capacité de réinvestir les codes féminins imposés par la société patriarcale, dont la sirène fait également les frais. L'art du drag n'hésite pas à se réapproprier cette figure dont la queue de poisson en fait un être dépourvu de sexe, bien au-delà de la binarité, la sirène est donc une icône queer. Dans la mythologie, aucune sirène n'a été vue en pincée pour un homme, bien au contraire. Il a fallu que d'abord Andersen, puis surtout Disney passe par là pour l'hétéronormiser. D'ailleurs, je parlais de drag, j'ai déjà fait un épisode sur Drag Race et notamment la saison dans laquelle participait la queen Mami Wata. Et en faisant mes recherches, j'ai constaté que Mami Wata est le nom d'une créature de femme au corps de poisson, déesse de la mer et des océans dans la mythologie du Togo. Ce que je trouve très cool et intéressant. J'ai envie de terminer par une chanson mythique de Mercedes Sosa, Alfonsina y el Mar, qui rend hommage à la poétesse Alfonsina Storni Martignoni, féministe argentine engagée, qui s'est suicidée à la mer. Et donc la chanson évoque à un moment l'accueil saurore des sirènes. Elle fait « Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado ». C'est fini pour cet épisode qui j'espère vous a donné envie d'en savoir plus sur les sirènes, mais aussi de réécouter la BO de La Petite Sirène parce que quand même, il n'y a pas à dire, Ursula sur Pauvre Amant, Perdition, c'est génial. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille également l'épisode sur les sirènes du podcast La Nymphe et la Sorcière de Servan Ardouin de l'Homme. Alors j'ai assez peu parlé de la dimension écologique qu'incarne la sirène, mais je vais quand même en dire quelques mots supplémentaires avant de lâcher mon micro. Avec Miyazaki et son Pogno sur la falaise, on rompt complètement avec l'hyperféminisation de la sirène pour représenter une créature des eaux, enfant dont on se fout plus ou moins du genre et qui invite Suzuki, petit garçon terrestre, à considérer la mer et ses habitants. Pogno symbolise alors l'éveil de la conscience écologique et l'incarne. Tout comme dans un autre registre, les sirènes d'H2O ou le spin-off des sirènes de Mako, assez populaire chez les préados, dont la force de la personnification permet d'éveiller les consciences quant à la nécessaire et urgente préservation de notre environnement. C'est fini pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.